Pourquoi Stu Cruz a-t-il subi des taux de pertes atteignant 80% pendant la Seconde Guerre mondiale? Comment un véhicule qui n'avait même pas été conçu pour combattre des chars est-il devenu le plus grand tueur de chars de la guerre, avec plus de destruction que les célèbres Panthers et Tigers réunis? Et pourquoi, malgré être le véhicule blindé chenillé allemand le plus produit, avec plus de 10 000 unités construites, moins de 1000 étaient-elles encore opérationnelles dans les derniers mois de la guerre? Nous allons répondre à tout cela à travers l'histoire des Sturmgeschütz et des équipages qui y ont combattu et péri. L'histoire du Stug commence dans les années d'entre-deux guerres, lorsque l'armée allemande a commencé à façonner une nouvelle forme de guerre. Ce qu'elle voulait était un canon blindé mobile capable de soutenir directement l'infanterie en mouvement. Les canons tractés traditionnels ne pouvaient pas suivre le rythme des troupes en avance, surtout pas pour le type de guerre rapide que les Allemands envisageaient. Ainsi, l'idée d'artillerie d'assaut a commencé à prendre forme. Les exigences initiales étaient que le véhicule soit relativement bas de hauteur, pas beaucoup plus haut qu'un soldat debout, et qu'il monte un canon de 75 mm à canon court à l'intérieur d'une casemate fixe, plutôt qu'une tourelle rotative. Pour le châssis, les ingénieurs ont utilisé le Panzer III déjà éprouvé et fiable. Ils ont ajouté une superstructure sur le dessus pour loger le canon principal. Dans ces premières étapes, il a été placé sous le commandement de la branche d'artillerie, pas du corps blindé. Et cela avait du sens à l'époque puisque ce n'étaient pas des chars au sens traditionnel. Mais ce rôle changerait dramatiquement au cours de la guerre, à mesure que de nouvelles menaces émergeraient et que le champ de bataille évoluerait. Néanmoins, un détail important était que les hommes qui opéraient ces véhicules étaient des artilleurs. Ils étaient formés comme canonniers, pas comme tankistes. Et comme vous le verrez plus tard, cela comptait beaucoup. Environ 30 des premiers étaient prêts à temps pour participer à la bataille de France en 1940. Ils ont été utilisés efficacement pour détruire les boîtes à pilules ennemies, les bunkers et les positions fortifiées, exactement comme prévu. Le concept fonctionnait, et les équipages ont rapidement apprécié son profil bas. À moins de 2 mètres de haut, il était difficile à repérer, facile à dissimuler et dur à toucher, ce qui en faisait un excellent candidat pour les tactiques d'embuscade. Cette qualité deviendrait encore plus importante plus tard dans la guerre. Un inconvénient majeur était que chaque fois que les premiers Stugs rencontraient des chars ennemis, leurs obusiers à canon court et basse vitesse étaient presque inutiles. Néanmoins, cela n'était pas vu comme un problème significatif à l'époque parce que le véhicule n'avait pas été conçu pour le combat de chars en premier lieu. Au cours des séries de production suivantes, l'armure a été progressivement épaissie, l'optique améliorée et une mitrailleuse montée sur le toit a été ajoutée pour fournir une défense tant nécessaire contre les attaques d'infanterie à courte portée, qui s'étaient déjà révélées dangereuses dans les premiers affrontements. Cependant, les plus grands changements étaient encore à venir. Lorsque l'opération Barbarossa a commencé, la massive invasion allemande de l'Union soviétique à l'été 1941, le Stug est revenu à son rôle original, soutenant l'infanterie avec une puissance de feu explosive à courte portée. Et une fois de plus, il a bien rempli ce rôle. Mais bientôt, ils ont rencontré des problèmes qu'ils n'avaient jamais affrontés auparavant, du moins pas en si grand nombre. Les chars soviétiques, comme le 34 et le Kaven, ont choqué les troupes allemandes. À l'époque, les deux étaient fortement blindés et armés de canons puissants. Les premières armes anti-chars allemandes peinaient à les affronter, et ils arrivaient en bien plus grand nombre que quiconque ne l'avait anticipé. Il est vrai que le mauvais commandement et l'organisation soviétique ont émoussé leur efficacité au début. Mais la menace était indéniable, et les Allemands avaient besoin d'une réponse rapide. L'une de ces réponses est venue sous la forme d'une refonte majeure du Stug. L'obusier à canon court a été remplacé par un canon anti-char de 75 mm à canon long, qui était essentiellement une version modifiée du PA-40, adaptée à la casemate du canon d'assaut. Ces améliorations sont arrivées juste à temps pour affronter les vagues croissantes de 34 et les contre-attaques soviétiques. Et à partir de ce moment, le rôle ne serait plus jamais le même. Il avait commencé comme soutien d'infanterie, mais maintenant il deviendrait le plus important destructeur de chars de première ligne en Allemagne. Les Stugs se sont révélés idéalement adaptés à la guerre défensive, surtout sur les champs ouverts du front de l'Est. Leur silhouette basse leur permettait de tendre des embuscades, cachées dans les plis du terrain ou parmi les ruines de villages, et de décimer les chars soviétiques avancés à découvert. Et dans ce rôle, ils étaient terrifiquement efficaces. Dans les massives batailles de chars de 1943 et 1944, y compris la bataille de Koursk et les offensives soviétiques qui ont suivi, le Stug III
est devenu l'une des armes de première ligne les plus précieuses de la Wehrmacht. Les rapports allemands d'après-action notaient à quel point ils étaient efficaces pendant les opérations de Kursk. Par exemple, des bataillons revendiquaient avoir détruit 423 chars ennemis, tout en perdant seulement 8 véhicules des leurs. Ce genre de ratio de destruction, perte n'était pas typique pour la plupart des unités allemandes à ce stade de la guerre, mais cela devenait un thème récurrent avec le Stug. La raison en était la façon dont le véhicule était utilisé et qui l'utilisait. Les tactiques d'embuscade jouaient un rôle énorme. L'optique de haute qualité aussi, mais tout aussi important, étaient les hommes derrière le canon. Rappelez-vous, les équipages de Stug venaient de la branche d'artillerie. Ils n'étaient pas formés comme tankistes, ils étaient canonniers, et leur précision, leur discipline et leurs compétences en tir ont eu un impact massif sur les performances au combat. C'est une grande partie de la raison pour laquelle ils ont réussi à détruire tant de chars soviétiques, souvent dans des conditions horribles, et face à des vagues massives de charges de chars. Les chiffres sont stupéfiants. Le Stug a fini par détruire environ 30 000 chars soviétiques au cours de la guerre. C'est plus que tout autre véhicule de combat allemand et plus que tout type de char allié individuel. En d'autres termes, il est devenu le tueur de chars le plus réussi de toute la guerre. Certains des as allemands les plus réussis ont obtenu une portion significative de leur destruction dans des Stugs. Kurt Knispel, par exemple, l'as des chars allemands ayant le plus haut score qui a détruit plus de 160 chars ennemis, en a obtenu beaucoup en combattant dans un Stug. Ces véhicules étaient armés du même canon de 75 mm à canon long que les Panzer IV ultérieurs, mais ils les surpassaient souvent. Meilleure optique, meilleur positionnement et équipage mieux formé. Lorsqu'utilisé en embuscade, un Stug entre les bonnes mains était absolument létal. Le canon à haute vitesse de 75 mm du Stug pouvait pénétrer jusqu'à 90 mm d'armure à 500 mètres, ce qui était suffisant pour détruire la plupart des chars alliés, y compris le Sherman, le Churchill et même les 34 de modèles ultérieurs. En 1943, le Stug avait évolué en une machine de combat véritablement redoutable. Il pesait environ 24 tonnes et avait une bonne mobilité pour sa taille et son rôle. L'armure frontale avait été augmentée à 80 mm, tandis que des plaques d'armure supplémentaires étaient boulonnées sur les côtés. Certains équipages ajoutaient même du béton autour du nez pour augmenter la protection. Mais en réalité, ces modifications de terrain visaient généralement plus à booster la confiance de l'équipage qu'à augmenter réellement la protection de manière significative. Cependant, une véritable vulnérabilité est devenue apparente. Les côtés. Les fusils anti-chars soviétiques, qui étaient en grand nombre, pouvaient percer l'armure latérale plus fine des véhicules allemands. Cela a conduit à l'adoption généralisée de jupes latérales, appelées Schürzen, sur les Stugs et de nombreux autres chars allemands. Ces fines plaques métalliques étaient destinées à déstabiliser les projectiles avant qu'ils n'atteignent l'armure principale, réduisant dramatiquement leur potentiel de pénétration. L'armure du toit d'un Stug n'était que d'environ 10 mm d'épaisseur, ce qui le laissait dangereusement exposé aux menaces d'attaque par le dessus, que ce soit d'avions ou de fusils anti-chars tirés depuis des bâtiments en zones urbaines. Les deux deviendraient de sérieux problèmes à mesure que la guerre traînait en longueur, mais cela faisait partie du compromis de conception. Il sacrifiait la protection tout azimut en faveur d'une armure frontale plus lourde. Il était construit pour encaisser les coups de front, parce que c'était de là qu'il était censé engager l'ennemi. Après la bataille de Kursk, le haut commandement allemand a pris sérieusement note des performances. En conséquence, les priorités de production allemandes se sont déplacées encore plus vers les destructeurs de chars sans tourelle. Ils étaient moins chers, plus rapides à produire et plus efficaces dans le type de guerre dans lequel l'Allemagne se trouvait maintenant coincée, désespérée, défensive et étirée au maximum. Les châssis Panzer III existants étaient de plus en plus redirigés vers la production. Une nouvelle variante a été créée en utilisant le châssis Panzer IV, qui est devenu le Sturmhaubitze IV. Et à mesure que les pertes allemandes montaient et que le nombre de chars disponibles diminuait, l'accent s'est déplacé vers ces variantes d'artillerie d'assaut et de chasseurs de chars plus efficaces. Le même principe a bientôt été appliqué à d'autres plateformes. Du char Panther est venu le Jagdpanther. Du châssis Panzer IV est venu le Jagdpanzer IV. Du Tiger II est venu le massif Jagdtiger. Il y avait même le Storm Tiger, un véhicule d'assaut expérimental armé d'un lance-roquettes naval conçu pour la destruction à courte portée. Bien que la plupart d'entre eux n'aient pas été très réussis et étaient extrêmement chers, lourds et peu fiables,
Parmi tous, le Stug restait l'un des véhicules les plus rentables que l'Allemagne ait jamais construit. Un seul Stug coûtait environ 70 000 Reichsmarks. En comparaison, un Panzer IV coûtait environ 100 000, tandis qu'un char Tiger coûtait roughly 300 000. Les calculs étaient simples. Pour chaque Tiger construit, l'Allemagne pouvait produire 4 Stugs. Mais avec tout cela dit, vous pourriez encore vous demander si le Stug était si efficace, pourquoi tant d'entre eux n'ont-ils pas survécu à la guerre? Eh bien, la réponse réside dans la façon dont ils étaient utilisés. À mesure que la marée de la guerre tournait, les unités étaient tirées dans une bataille défensive désespérée après l'autre. Ils infligeaient de lourdes pertes à l'armure alliée avancée, mais l'issue était généralement la même. Ils tenaient leur position jusqu'à ce qu'ils soient détruits ou qu'ils manquent de carburant ou de munitions. Quand cela arrivait, l'équipage devait abandonner et saboter le véhicule pour empêcher sa capture. Les pertes étaient aussi extrêmes à cause de la façon dont les unités étaient déployées. Les bataillons de Stug étaient constamment précipités d'un point de crise à un autre, essayant de boucher les brèches dans les lignes de front allemandes qui s'effondraient. Cela signifiait qu'ils voyaient le pire des combats de manière répétée. Dans de nombreux cas, ils étaient utilisés comme unités sacrificielles pour couvrir la retraite de l'armée principale. Ils sont devenus des brigades incendies pour un front en feu et, avec le temps, ils étaient de plus en plus considérés comme des actifs jetables. Pour aggraver les choses, ils étaient de plus en plus jetés dans des situations pour lesquelles ils n'avaient jamais été conçus. Beaucoup ont été envoyés au combat urbain sans soutien d'infanterie ou de chars. Certains étaient déployés avec peu ou pas de coordination, et presque aucun n'avait de couverture aérienne significative, puisque les forces alliées avaient principalement pris le contrôle des cieux. Dans ces conditions, ils étaient hautement vulnérables aux attaques de flanc, aux armes anti-chars portatives, et à être submergés par des chars alliés significativement plus nombreux. Et il y avait un autre aspect sombre quand le véhicule était réellement touché. Contrairement aux chars avec tourelles où l'équipage pouvait être quelque peu séparé dans des compartiments, l'équipage de 4 du Stug était assis ensemble à l'intérieur d'un seul compartiment de combat. Donc, quand un coup pénétrant arrivait, il tuait ou blessait généralement tout l'équipage d'un coup. Plus tard dans la guerre, à mesure que les réserves de main-d'œuvre allemandes s'épuisaient, les équipages de remplacement étaient mal formés et presque tous démoralisés. Ces recrues fraîches étaient jetées dans des batailles de plus en plus désespérées, souvent avec une préparation et un équipement minimaux. Et enfin, dans les derniers stades de la guerre, le Stug, qui avait été conçu avant même le début du conflit, était logiquement devenu obsolète, tandis que les armes anti-chars alliées avaient significativement progressé. Sur les plus de 10 000 produits pendant la guerre, seulement environ 1300 étaient encore en service en 1945. Donc, vous pouvez imaginer à quel point leur utilisation était devenue brutale. Néanmoins, malgré tout cela, le Stug reste l'un des véhicules de combat les plus efficaces et pratiques de la Seconde Guerre mondiale, et une solution unique qui a réellement fonctionné. Il n'a pas reçu presque autant d'attention que d'autres chars et destructeurs de chars allemands célèbres, mais en termes de destruction de chars, d'utilité sur le champ de bataille et de production en temps de guerre, il était inégalé. Silencieusement et sans la gloire, c'est le véhicule blindé le plus mortel de l'Allemagne.